Le 12 octobre 1999, Léa Dubois, une adolescente de 16 ans, s'est volatilisée de sa chambre à Belle-Rivière, une banlieue tranquille près de Lyon. Aucune effraction, aucune lutte, aucun témoin. Juste un ordinateur allumé et le silence assourdissant laissé derrière elle. Pendant 19 longues années, son affaire est restée une blessure ouverte pour sa famille, et un échec cuisant pour les enquêteurs, une énigme de l'ère naissante d'Internet. Le dossier a pris la poussière, classé parmi les mystères insolubles. Jusqu'à ce qu'un simple email, envoyé depuis son ancienne adresse électronique, ne vienne tout bouleverser, prouvant que les fantômes du passé numérique n'oublient jamais. Comment la vérité a-t-elle pu rester cachée si longtemps, à la vue de tous, dissimulée derrière un écran d'ordinateur, et le voile de la normalité d'une petite ville? Avant de vous révéler comment un ami d'enfance a reçu ce message fantôme et a rouvert une enquête que tout le monde croyait morte, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez, et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la chaîne d'événements que cet email a déclenché, car le conflit principal à l'époque était invisible. En 1999, la gendarmerie se retrouvait face à un nouveau type de scène de crime. Une scène de crime numérique. Les enquêteurs cherchaient des empreintes, des fibres, des traces de pas. Mais les seules pistes se trouvaient dans les méandres d'un monde qu'ils ne comprenaient pas, un monde de salons de discussion éphémères et d'identités virtuelles. Le coupable n'avait laissé aucune trace matérielle, seulement un pseudonyme, Orion. Léa Dubois n'était pas une adolescente ordinaire. Dans la vie de tous les jours, elle était perçue comme timide, une jeune fille rêveuse et intelligente qui se sentait souvent en décalage avec son entourage, y compris ses parents, aimants mais dépassés par la technologie qui fascinait leur fille. Mais en ligne, Léa devenait Étoile Noire 99. Sous ce pseudonyme, elle était audacieuse, spirituelle, une artiste qui partageait ses dessins et ses pensées avec une communauté qui semblait enfin la comprendre. C'était sa véritable maison, un refuge où elle pouvait être elle-même, loin des jugements et de l'incompréhension du monde réel. Cet équilibre précaire entre sa vie au lycée et ses évasions nocturnes sur Internet, était le secret qui définissait ses derniers mois, un secret qui allait coûter cher. Pour ses parents Marc et Hélène Dubois, la disparition de Léa a été le début d'un cauchemar sans fin. Leur vie s'est figée ce matin d'octobre. La chambre de leur fille est devenue un sanctuaire, un musée poignant où rien n'a bougé en près de 2 décennies. Les posters au mur, les livres sur son bureau, même l'odeur de son parfum qui s'est estompée avec le temps. Tout est resté intact, comme s'ils attendaient son retour d'une minute à l'autre. Ils ont été dévorés par la culpabilité, se demandant sans cesse ce qu'ils avaient manqué. Quelle conversation aurait pu tout changer? La douleur de la perte ambiguë, cette absence de certitude, les a rongés de l'intérieur, transformant leur foyer autrefois joyeux en un lieu de silence et de chagrin contenu. Julien, son meilleur ami d'enfance, portait un fardeau différent mais tout aussi lourd. Aujourd'hui un homme de 35 ans, il n'a jamais pardonné son propre silence. Il était le seul confident des escapades numériques de Léa. Elle lui parlait de ses amis en ligne, de ses conversations passionnantes, et parfois de cet Orion qui semblait la comprendre mieux que personne. À l'époque, Julien n'y voyait qu'un jeu, une fantaisie d'adolescente. Il est resté hanté par des fragments de phrases, des allusions qu'il n'a pas su déchiffrer. La culpabilité de ne pas avoir perçu le danger, de ne pas avoir posé les bonnes questions, est devenue une ombre qui l'a suivi toute sa vie d'adulte. Il se sentait complice par son inaction, le gardien silencieux d'un secret dont il n'avait pas mesuré la portée mortelle. L'enquête initiale, menée par l'inspecteur Roche, a rapidement heurté un mur. Pour cet homme de terrain, habitué aux preuves tangibles, le monde numérique était un territoire hostile et impénétrable. Comment tracer une adresse IP en 1999, lorsque les fournisseurs d'accès ne conservaient que peu de données? Comment obtenir des journaux de discussion de serveurs de chat souvent hébergés à l'étranger, qui n'avaient aucune obligation de coopérer? L'enquête s'est enlisée dans un brouillard technologique. Le pseudonyme Orion était un fantôme. Il s'est connecté, a interagi avec Léa, puis a disparu du net le jour même de sa disparition, ne laissant derrière lui aucun sillage numérique exploitable. L'affaire est devenue pour l'inspecteur Roche le plus grand échec de sa carrière, une frustration qui le hanterait même après sa retraite. Les années qui suivirent la disparition de Léa furent marquées par un silence assourdissant. La frénésie médiatique initiale s'est estompée, les camionnettes de télévision ont quitté Belle-Rivière, et la vie a repris son cours pour presque tout le monde. Pour les Dubois cependant le silence était une torture. Chaque jour sans nouvelles était une confirmation de leur abandon. L'enquête, privée de nouvelles pistes, s'est officiellement refroidie. Le dossier de Léa Dubois a été rangé dans une armoire, rejoignant des dizaines d'autres affaires non résolues,
devenant une simple statistique, une note de bas de page dans les annales de la gendarmerie locale. Pour Marc et Hélène, cette classification était une injustice insupportable, le sceau d'un échec institutionnel qui les condamnait à une vie d'incertitude. La routine des Dubois s'est transformée en un rituel de deuil suspendu. Chaque matin, Hélène passait devant la chambre de Léa, la porte toujours entr'ouverte, jetant un regard à l'intérieur comme pour s'assurer que le vide était toujours bien réel. Marc, lui, s'est réfugié dans le travail, cherchant dans l'épuisement physique un répit à la douleur mentale. Leur repas se prenait en silence, la chaise vide de leur fille criant son absence. Ils ont cessé de recevoir des amis, incapables de supporter la pitié dans leurs yeux, ou les conversations maladroites qui évitaient soigneusement le sujet. Leur maison, autrefois un lieu de vie et de rire, était devenue une coquille vide, un mausolée où le temps s'était arrêté le 12 octobre 1999, préservant la douleur dans l'ambre de leur quotidien. Psychologiquement, le poids de l'inconnu les a brisés de manière différente. Hélène a été consumée par une quête désespérée de réponses. Elle a contacté des médiums, a passé des nuits à parcourir les premiers forums en ligne dédiés aux personnes disparues, s'accrochant au moindre témoignage, à la plus mince des théories. Chaque piste potentielle était une bouffée d'oxygène suivie d'une noyade lente. Marc, à l'inverse, s'est muré dans un silence stoïque, rongé par une culpabilité qu'il ne pouvait exprimer. Ils se repassaient en boucle leur dernière conversation, cherchant un mot, un signe qu'il aurait dû voir. Cette divergence dans leur manière de gérer le chagrin a creusé un fossé entre eux, les isolant l'un de l'autre dans leur propre enfer personnel. Au fil des ans, le dossier de Léa a été périodiquement rouvert par de jeunes inspecteurs pleins d'ambition, espérant résoudre l'affaire qui avait tant frustré leurs prédécesseurs. Mais à chaque fois, ils se heurtaient au même mur technologique. Les outils d'analyse numérique modernes ne pouvaient rien contre l'absence de données de 1999. Les serveurs de chat avaient été purgés depuis longtemps, les adresses IP étaient intraçables, et le pseudonyme Orion restait une énigme. Pour les forces de l'ordre, le cas Léa Dubois est devenu un exemple emblématique des défis posés par la criminalité naissante sur Internet, une leçon apprise au prix de la vérité et de la paix d'une famille. Chaque réouverture se soldait par un échec, renforçant le sentiment d'impuissance des parents. Les fausses pistes et les espoirs déçus sont devenus une forme de torture récurrente. Plusieurs fois, des signalements de jeunes femmes ressemblant à Léa sont parvenus à la police, déclenchant une montée d'adrénaline et d'espoir chez Marc et Hélène, rapidement anéantis par la réalité. Ils ont dû faire face à des canulars cruels, des appels anonymes de personnes prétendant détenir des informations, ne cherchant qu'à se repaître de leur douleur. Le pire venait peut-être des théoriciens du complot en ligne, qui échafaudaient des scénarios grotesques, accusant parfois la famille elle-même. Chaque nouvel espoir brisé était une nouvelle cicatrice sur une blessure qui ne guérissait jamais, les laissant plus épuisés et plus méfiants envers le monde extérieur. Un monde qui semblait jouer avec leur chagrin. La communauté de Belle-Rivière, quant à elle, a développé une forme d'amnésie collective. Au début, la peur avait soudé les habitants. Les parents surveillaient leurs enfants de plus près, la méfiance régnait. Mais le temps a émoussé la vigilance. L'affaire est devenue une sorte de légende urbaine, un conte effrayant que les plus âgés racontaient aux adolescents pour les mettre en garde contre les dangers d'Internet. Les voisins croisaient les Dubois avec un malaise palpable, détournant le regard, ne sachant que dire. Ce silence gêné a isolé la famille encore davantage, les transformant en fantômes dans leur propre ville. Ils étaient le rappel constant et inconfortable que la tranquillité de leur banlieue n'était qu'une illusion, une vérité que beaucoup préféraient oublier. Loin de Belle-Rivière, Julien a tenté de reconstruire sa vie, mais le fantôme de Léa ne l'a jamais quitté. Il a choisi une carrière dans l'informatique, une décision inconsciemment motivée par le besoin de comprendre ce monde numérique qui avait avalé son ami. Régulièrement au cœur de la nuit, il se connectait et lançait des recherches, utilisant ses compétences croissantes pour traquer le pseudonyme Orion. C'était une quête obsessionnelle et solitaire. Il explorait de vieux forums, des archives de sites web, espérant trouver une trace, un écho numérique laissé par le prédateur. Chaque recherche se terminait par une impasse, mais la culpabilité du survivant l'empêchait d'abandonner. Il se sentait redevable, le seul à détenir une partie de la clé, même s'il ne savait pas encore comment l'utiliser. Puis, en 2018, 19 ans après la disparition, l'impensable se produisit. Ce fut une soirée banale, un mardi de septembre. Julien, désormais ingénieur en cybersécurité, travaillait tard sur un projet. Une notification apparut dans le coin de son écran, un simple email personnel. Il faillit l'ignorer, le classant mentalement parmi les spams. Mais l'adresse de l'expéditeur figea le sang dans ses veines. @wanadoo.fr. C'était l'adresse de Léa. Une adresse inactive depuis près de 2 décennies. Son cœur se mit à battre à tout rompre. L'objet ne contenait qu'un seul mot. Un mot qui le hantait depuis son adolescence. Orion.
Le corps de l'email était vide, à l'exception d'une seule ligne de code, énigmatique et solitaire. Le passé venait de frapper à sa porte numérique. Le premier réflexe de Julien fut le déni, suivi d'une colère froide. Il pensa immédiatement à un canular d'une cruauté sans nom. Qui pouvait être assez sadique pour jouer avec une telle tragédie? Mais son esprit d'ingénieur reprit vite le dessus. Un canular aurait été plus explicite, plus théâtral. Cet email était différent. Il était froid, clinique, presque mécanique. Il analysa l'entête du message, traçant sa route à travers les serveurs. Il ne s'agissait pas d'une simple usurpation d'adresse. L'email avait bien été envoyé depuis le compte Wanadu original, réactivé d'une manière ou d'une autre. La ligne de code, elle, ne ressemblait à rien de connu. Ce n'était pas un virus, ni un message aléatoire. C'était une clé. Une clé envoyée délibérément par quelqu'un qui savait. Quelqu'un qui connaissait l'histoire. Submergé par le poids de cette découverte, Julien comprit qu'il ne pouvait pas garder cela pour lui. Les Dubois étaient trop fragiles pour supporter un nouvel espoir potentiellement destructeur. La gendarmerie actuelle ne prendrait jamais au sérieux un email fantôme vieux de 20 ans. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait comprendre, une seule personne qui portait les mêmes cicatrices de cet échec. L'inspecteur Roche. Après une brève recherche en ligne, il trouva son numéro. Le cœur au bord des lèvres, il composa le numéro de l'homme à la retraite. Expliquer à Roche qu'un fantôme numérique venait de se manifester après 2 décennies de silence semblait insensé. Mais c'était son seul espoir. Il devait partager ce fardeau, et peut-être, enfin, trouver une direction. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un petit café de la périphérie de Lyon, loin de l'agitation de Belle-Rivière. L'inspecteur Roche avait vieilli. Ses épaules étaient plus voûtées, son visage creusé par les années, mais son regard était toujours aussi perçant. Il écouta Julien avec un scepticisme poli, le visage impassible. Puis, Julien sortit son ordinateur portable, et lui montra l'email. Roche se pencha, plissant les yeux. Il lut l'adresse de l'expéditeur, puis l'objet. Orion. Une lueur s'alluma dans ses yeux, un mélange de douleur ancienne, et d'une nouvelle intensité. Il ne dit rien pendant une longue minute, fixant l'écran. Finalement il releva la tête et dit simplement « Montrez-moi ce code. Expliquez-moi ce que c'est. » L'enquête venait de reprendre, non pas dans un bureau de police, mais autour d'une tasse de café. Pendant des jours, les 2 hommes travaillèrent sans relâche. Julien, le spécialiste du monde numérique, et Roche, l'expert du comportement humain et des méandres d'une vieille affaire. Julien expliqua que la ligne de code n'était pas complète. C'était un fragment, une syntaxe qui lui semblait familière, mais qu'il n'arrivait pas à situer. Il la passa dans des dizaines de compilateurs, la compara à d'anciens langages de programmation, cherchant une correspondance. Roche, de son côté, ressortit ses vieux carnets, relisant ses notes, essayant de trouver un lien, un détail oublié qui pourrait donner un sens à ce fragment. C'était une collaboration improbable, un pont jeté entre 2 époques de l'investigation. La technologie de 2018 tentait de déchiffrer un secret né en 1999, guidé par l'intuition d'un homme du passé. La percée eut lieu une nuit, alors que Julien explorait une piste improbable. Le code ressemblait à une commande utilisée dans certains jeux de rôle en ligne textuels, très populaires à la fin des années 90. Il se concentra sur les archives des serveurs universitaires, souvent utilisés pour héberger ce genre de communauté de niche. Après des heures de recherche dans des bases de données oubliées, il trouva une correspondance. Le fragment de code provenait d'un script personnalisé pour un MUD, un multi-user dungeon, appelé les Chroniques d'Aitel. Ce jeu, aujourd'hui disparu, avait été hébergé sur un serveur de l'université de Lyon 2. C'était une piste ténue, mais c'était la première piste concrète en 19 ans. Orion n'était pas seulement un pseudonyme de chat, il avait un terrain de jeu. Avec cette nouvelle information, Julien utilisa ses compétences pour sonder les profondeurs de l'ancien serveur universitaire. Il fut stupéfait de découvrir qu'une partie des archives du jeu n'avait jamais été effacée, simplement abandonnée dans un recoin numérique du disque dur. Les données étaient corrompues, fragmentées, mais présentes. Il passa une nuit entière à écrire un script, pour extraire et reconstruire les fragments de journaux de discussion. Lentement, des bribes de conversation datant de 1999 commencèrent à apparaître sur son écran. Et au milieu de ce chaos de données, il le vit. Le profil de l'utilisateur Orion. Contrairement au salon de discussion anonyme, le profil de ce jeu nécessitait des informations supplémentaires. Et l'une de ces informations, laissée là par arrogance ou par négligence,
allait tout changer. Une adresse email de secours, liée à un nom de domaine local. L'adresse email de secours était la première fissure dans la forteresse numérique d'Orion. Contrairement aux adresses anonymes de l'époque, celle-ci était liée à un nom de domaine d'un petit fournisseur d'accès local de la région lyonnaise, NetConnect 99, une entreprise qui avait fait faillite au début des années 2000. Pour Julien, c'était une information cruciale. Pour Roche, c'était plus que ça. C'était un nom, un lieu, un point d'ancrage dans le monde réel. Le fantôme d'Orion, qui avait hanté l'enquête pendant près de 20 ans, commençait enfin à prendre une forme tangible. Ils n'avaient pas encore de nom, mais ils avaient un fil. Un fil qui, il l'espérait, les mènerait directement à lui. La chasse n'était plus virtuelle. Elle venait de basculer dans la réalité, et avec elle, un sentiment mêlé d'excitation et d'une profonde angoisse. Roche, tirant sur les ficelles de son ancien réseau, passa un appel à un collègue archiviste de la gendarmerie. Il se souvenait que les dossiers des entreprises en faillite étaient parfois conservés. Après des jours d'attente insoutenables, la réponse tomba. Les listes d'abonnés de NetConnect 99 avaient été microfilmées et stockées. Dans une salle poussiéreuse, ils déroulèrent la pellicule, le cœur battant, cherchant l'adresse email parmi des centaines d'autres. Et ils la trouvèrent. À côté, un nom et une adresse à Belle-Rivière. Le choc fut immédiat, un coup de poing silencieux dans l'estomac. Le nom n'était pas celui d'un inconnu. C'était celui d'Alain Bernard, un professeur de musique à la retraite, un homme affable et respecté, qui donnait encore des cours privés aux enfants du quartier. Le monstre n'était pas un étranger tapi dans l'ombre d'Internet, mais un voisin. L'enquête entrait dans une phase dangereuse et délicate. Il ne pouvait pas alerter la police sans preuves irréfutables. Une simple adresse email vieille de 20 ans ne suffirait pas, et risquerait d'alerter leurs suspects. La stratégie fut double. Roche, avec sa vieille expérience du terrain, commença une surveillance discrète d'Alain Bernard. Il observait sa routine, ses habitudes, son interaction avec les gens. L'homme semblait parfaitement inoffensif, un grand-père modèle. Pendant ce temps, Julien se lança dans une archéologie numérique, épluchant chaque recoin de la vie en ligne d'Alain Bernard depuis les 20 dernières années. Il cherchait une faille, un écho du pseudonyme Orion, une trace de cette double vie. Le contraste entre l'homme public et le prédateur présumé était vertigineux, et le doute commençait à s'insinuer. Et s'il se trompait? La percée vint de Julien. Après des nuits blanches à fouiller des forums de technologie obsolètes, il tomba sur un message datant de novembre 1999, un mois après la disparition de Léa. Un utilisateur sous un pseudonyme anodin demandait de l'aide pour une procédure très spécifique. Comment effectuer un formatage de bas niveau sur un disque dur, pour garantir qu'aucune donnée ne puisse jamais être récupérée. L'utilisateur mentionnait qu'il craignait d'avoir téléchargé des choses compromettantes. Ce n'était pas une preuve en soi, jusqu'à ce que Julien ne remarque un détail. L'adresse IP de l'auteur du message, bien que dynamique, correspondait à la plage attribuée par NetConnect 99 à Belle-Rivière à cette époque. Et le pseudonyme, Musicman78, faisait un écho troublant à la profession d'Alain Bernard. Le voile de la normalité commençait à se déchirer. Fort de cette quasi-certitude, ils se replongèrent dans les journaux de discussion du jeu, les chroniques d'Ethel. Le script de Julien avait réussi à reconstituer des conversations entières, et ce qu'ils lurent leur glaça le sang. Ce n'était pas de simples discussions d'adolescents. C'était un manuel de manipulation psychologique. Alain Bernard, sous le masque d'Orion, avait méthodiquement isolé Léa. Il validait ses peurs, critiquait ses parents comme étant incapables de la comprendre, et se présentait comme le seul à voir sa vraie nature. Il utilisait son art, ses dessins, comme un levier, la flattant, lui promettant un avenir où son talent serait reconnu, loin de la banalité de Belle-Rivière. Pour Roche et Julien, lire ces lignes, c'était assister, avec 20 ans de retard, à la mise en place méticuleuse d'un piège mortel. La révélation la plus terrible se trouvait dans les derniers échanges, datés du 11 octobre 1999, la veille de la disparition. Orion y décrivait le plan de leur fugue. Il lui donnait des instructions précises, d'une froideur calculée. Laisse ton ordinateur allumé sur le salon de discussion, ils penseront que tu es juste dans ta chambre. Ne prends qu'un petit sac, rien qui puisse attirer l'attention. Ne laisse aucune note, ce sera notre secret. Il lui fixa un rendez-vous à minuit, au bout de sa rue, près du vieux chêne, un endroit discret à l'abri des regards. Toutes les pièces du puzzle que la police n'avait jamais pu assembler, prenaient soudainement leur place. L'absence d'effraction, l'ordinateur allumé, le manque de préparation apparent, tout avait été orchestré. Léa n'était pas partie rejoindre un inconnu, elle était partie retrouver celui qu'elle croyait être son sauveur. La cascade de révélations était terminée.
En quelques semaines, ils étaient passés d'un email fantôme à une chronologie complète et terrifiante du crime. Ils avaient le mobile, la prédation d'un homme menant une double vie. Ils avaient la méthode, une manipulation psychologique experte et une planification méticuleuse. Et surtout, ils avaient le coupable, Alain Bernard, dont le visage souriant ornait encore les photos de la chorale locale. Julien et Roche restèrent assis en silence devant l'écran, le poids de cette vérité les écrasant. La vérité ne libérait pas, elle était sordide, laide et incroyablement proche. Il n'y avait plus de mystère, seulement la certitude d'un crime odieux, resté impuni pendant 2 décennies. Il ne leur restait plus qu'une chose à faire, confronter le monstre qui vivait à la vue de tous. Avec les preuves numériques en main, Roche et Julien se trouvaient face à un dilemme insupportable. Ils ne pouvaient pas simplement se présenter à la gendarmerie. Une adresse e-mail vieille de 20 ans et des journaux de discussion extraits d'un serveur abandonné étaient des preuves fragiles, qui pourraient être contestées, et qui, surtout, alerteraient leur suspect, lui donnant le temps de disparaître ou de détruire toute autre preuve potentielle. La seule option, aussi dangereuse soit-elle, était la confrontation directe. Ils élaborèrent un plan simple et risqué. Roche, avec son expérience d'interrogatoire et son visage que Bernard pourrait vaguement reconnaître, irait seul. Il sonderait le terrain, évaluerait l'homme. Julien attendrait à proximité, prêt à intervenir avec l'arme numérique qu'il avait mis au jour. L'air était lourd, chargé de la tension de 2 décennies d'attente qui allaient se jouer en quelques minutes. Le lendemain après-midi, l'inspecteur Roche frappa à la porte d'Alain Bernard. La scène était d'une banalité déconcertante. Une maison de banlieue impeccable, des géraniums aux fenêtres, une odeur de cire et de café, qui flottait dans l'air. Un homme âgé aux cheveux blancs et au sourire affable, ouvrit la porte. C'était lui. Alain Bernard, le professeur de musique respecté. Il ne reconnut pas immédiatement Roche, mais son visage lui semblait familier. Roche se présenta comme un ancien résident du quartier, revenu par nostalgie. Il engagea la conversation sur le temps qui passe, sur les changements à Belle-Rivière, tissant sa toile avec une patience de prédateur. Bernard, détendu et courtois, l'invita à entrer, sans se douter que le passé qu'il croyait mort et enterré, venait de franchir le seuil de sa porte. À l'intérieur, au milieu des partitions de musique et des photos de famille, Roche fit pivoter la conversation. Il évoqua les vieilles histoires du quartier, les événements qui avaient marqué la communauté. Puis, d'une voix neutre, il prononça son nom. Léa Dubois. Le changement fut presque imperceptible, mais pour un œil entraîné comme celui de Roche, il fut flagrant. Une micro-expression de panique traversa le visage de Bernard, ses mains se crispèrent légèrement sur les accoudoirs de son fauteuil. Il se reprit aussitôt, adoptant un air de tristesse convenu, parlant de la terrible tragédie. Mais Roche ne le lâcha pas. Il parla d'Internet, de cette nouvelle technologie à l'époque, des salons de discussion. Et enfin, il lâcha le mot-clé, la signature du fantôme. Orion. Le masque de Bernard se fissura pour de bon. Son visage pâlit, sa voix devint cassante. Il nia, mais sa négation sonnait faux, creuse, comme un écho dans une pièce vide. C'est à ce moment précis que Julien entra dans la pièce, silencieux et déterminé. Il ne dit pas un mot. Il tenait une tablette, son écran lumineux tranchant avec la pénombre du salon. Il s'approcha de Bernard et lui présenta l'écran. Dessus, les conversations défilaient. Ses propres mots, tapés 20 ans plus tôt, ressurgis des limbes numériques. Les flatteries, les manipulations, les promesses, et les instructions finales données à Étoile Noire 99. Ne laisse aucune note, ce sera notre secret. Voir ses propres mensonges, sa propre prédation affichée en lettres blanches sur fond noir, fut le coup de grâce. Alain Bernard regarda l'écran, puis Julien, puis Roche. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le fantôme numérique qu'il avait créé pour piéger une adolescente venait de le rattraper, et cette fois, il n'y aurait pas de déconnexion possible. Complètement défait, l'homme de 70 ans s'effondra psychologiquement. Les dénégations laissèrent place à un flot de paroles confuses, puis à une confession complète, articulée d'une voix monocorde, presque détachée. Le narrateur de ce récit sordide expliqua le pourquoi. Ce n'était pas une passion tordue, ni un désir de fuite. C'était une addiction au pouvoir, au contrôle. Dans sa vie réelle, il était un homme banal. Mais en ligne, en tant qu'Orion, il était un dieu, capable de modeler la réalité d'une jeune fille vulnérable. Léa n'était qu'un pion dans son jeu narcissique. Le soir du 12 octobre 1999, quand elle est apparue au point de rendez-vous, pleine d'espoir, la réalité l'a frappée.
La jeune fille n'était plus un avatar, mais une personne réelle, une complication. Dans un accès de panique à l'idée de perdre le contrôle et de voir sa double vie exposée, il l'a réduite au silence pour toujours. La confession se poursuivit, chaque mot ajoutant une couche d'horreur à la tragédie. Il révéla où il avait caché le corps de Léa. Pas dans un endroit complexe ou éloigné, mais dans un lieu qu'il connaissait par cœur, un lieu qui symbolisait l'ironie macabre de sa double vie. La forêt de la Feycine, tout près de Lyon, un endroit où il allait se promener pour se vider la tête. Il donna des indications précises, décrivant un petit renfoncement à l'écart du sentier principal, près d'un vieux hêtre dont les racines formaient une sorte de cicatrice sur le sol. C'était là. 20 ans de questions, de douleur et d'incertitude venaient de trouver leur réponse dans la description froide d'une tombe improvisée. Pour Roche et Julien, la victoire avait le goût amer des cendres. Ils avaient la vérité, mais la vérité était une abomination. Le premier appel de Roche fut pour la gendarmerie nationale. En quelques minutes, la rue tranquille d'Alain Bernard fut envahie par le balai silencieux et efficace des forces de l'ordre. Les gyrophares bleus balayaient les façades des maisons voisines, dont les habitants regardaient, incrédules, derrière leurs rideaux. L'homme qu'ils connaissaient, comme le gentil professeur de piano, celui qui avait offert des bonbons à leurs enfants pour Halloween, était escorté, les mains menottées dans le dos, son visage vidé de toute expression. Le choc fut sismique. L'illusion de sécurité de Belle-Rivière, déjà fissurée par la disparition de Léa, vola en éclats. Le monstre n'était pas un prédateur anonyme caché derrière un écran à des milliers de kilomètres. Il avait toujours été là, parmi eux, protégé par la plus banale des normalités. Pendant que la nouvelle de l'arrestation d'Alain Bernard se répandait comme une onde de choc à travers Belle-Rivière, une autre équipe, plus discrète, se mettait au travail. Guidés par les indications précises du meurtrier, les enquêteurs de la police scientifique se rendirent dans la forêt de la Feycine. Le lieu était d'une banalité effrayante, un coin de nature que des centaines de promeneurs avaient arpenté pendant des années. Sous les racines d'un vieux hêtre, là où Bernard l'avait dit, ils commencèrent à creuser. L'attente fut brève et insoutenable. Bientôt les recherches prirent fin. Dans la terre froide et humide, ils retrouvèrent les restes de Léa Dubois. Après 19 ans d'un vide assourdissant, d'une question sans réponse, la recherche était terminée. L'espoir, ce compagnon cruel qui avait maintenu ses parents en vie, venait de s'éteindre pour laisser place à la certitude la plus sombre. Ce fut l'inspecteur Roche, accompagné de Julien, qui se chargea de la tâche la plus difficile de sa vie. Frapper à la porte des Dubois non plus pour un suivi d'enquête, mais pour leur apporter la vérité. Quand Marc et Hélène ouvrirent la porte, ils virent immédiatement dans les yeux de Roche que quelque chose avait changé de manière irréversible. Il n'eut pas besoin de beaucoup de mots. La simple confirmation que Léa avait été retrouvée, et que son agresseur était sous les verrous, fit s'effondrer le monde qu'ils avaient péniblement maintenu debout. Hélène s'affaissa, un sanglot silencieux secouant tout son corps, le son du deuil enfin libéré. Marc, lui, resta debout, rigide, son visage une toile de douleur stoïque, mais une seule larme traça un sillon sur sa joue, une larme pour 19 années de larmes retenues. Le monstre avait un nom, et leur chagrin avait désormais une fin, même si cette fin était le début d'un deuil véritable. Les funérailles de Léa Dubois eurent lieu une semaine plus tard, sous un ciel gris d'automne qui semblait pleurer avec la ville. L'église de Belle-Rivière était bondée. Il y avait la famille, les amis d'enfance devenus adultes, mais aussi des dizaines de voisins, de connaissances, le visage marqué par un mélange de tristesse et de honte collective. Ils étaient tous là, réalisant que le mal n'était pas venu d'un monde virtuel lointain, mais qu'il avait grandi et prospéré dans leur propre jardin. C'était un adieu à une enfant qu'ils avaient laissé tomber, et un moment de prise de conscience collective. En regardant le simple cercueil blanc, Julien sentit le poids de sa culpabilité s'alléger, remplacé par une tristesse pure. Il n'avait pas sauvé son ami, mais il lui avait offert ce dernier acte de justice, le droit d'être pleuré, et d'avoir enfin un lieu où reposer en paix. Le procès d'Alain Bernard fut rapide et accablant. Face aux preuves numériques méticuleusement présentées par l'accusation, qui retraçait ses manipulations sous le pseudonyme d'Orion, et face à ses propres aveux détaillés, il n'y eut aucune place pour le doute. L'homme qui se présenta au tribunal n'était plus le voisin affable, mais une coquille vide, un prédateur démasqué dont le visage ne trahissait aucune émotion, aucun remords. Il écouta les témoignages poignants des parents de Léa et de Julien sans ciller. La justice des hommes le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour la loi, le dossier était clos. Mais pour la communauté et la famille, la sentence ne pourrait jamais compenser la vie volée, et les 2 décennies de souffrance infligées par un homme qui avait parfaitement incarné la banalité du mal.
Pour Marc et Hélène, la vie après le procès prit une nouvelle forme. Le silence dans leur maison était différent. Il n'était plus rempli d'attentes, mais de souvenirs. Un jour, plusieurs mois après la condamnation, ils entrèrent ensemble dans la chambre de Léa. Ce n'était plus un sanctuaire figé dans le temps. Avec une infinie douceur, ils commencèrent à ranger ses affaires, non pas pour l'effacer, mais pour l'honorer. Chaque objet, chaque dessin, chaque livre, était une histoire qu'ils se racontaient à voix basse, redécouvrant leur fille à travers les vestiges de sa courte vie. Ils créèrent la Fondation Étoile Noire, une association dédiée à l'éducation des adolescents, sur les dangers des rencontres en ligne. Leur douleur ne disparaîtrait jamais, mais elle s'était transformée en une mission. S'assurer que l'histoire de Léa serve à protéger d'autres étoiles de s'éteindre trop tôt. L'affaire Léa Dubois a laissé une cicatrice indélébile sur Belle-Rivière. Elle a servi de leçon brutale sur la fin de l'innocence à l'ère numérique. Julien, bien que toujours hanté, a trouvé une forme de paix, en sachant qu'il avait tenu une promesse silencieuse faite à son ami. Roche, quant à lui, a pu prendre sa retraite avec le sentiment que justice avait été rendue, même tardivement. L'email fantôme, cet appel désespéré venu du passé, reste un mystère. Était-ce une erreur de programmation, un bug dans le système qui a réactivé un message programmé? Ou autre chose? Personne ne le saura jamais. Mais ce jour-là, Belle-Rivière a appris que les monstres les plus effrayants ne se cachent pas dans les ombres d'Internet, mais souvent à la vue de tous, protégés par le silence des années, et le voile rassurant de la normalité. Pour les Dubois, la justice rendue n'a pas effacé la douleur, mais elle lui a donné un sens. Le vide laissé par Léa est devenu un moteur. Ils ont créé la Fondation Étoile Noire, non pas comme un mémorial à une victime, mais comme un phare pour les autres. À travers des conférences dans les écoles et des ateliers en ligne, Marc et Hélène ont transformé leur chagrin en un outil de prévention. Ils racontent l'histoire de leur fille, non pas pour effrayer mais pour éduquer, pour enseigner aux nouvelles générations la différence cruciale entre un pseudonyme et une personne, entre la liberté d'un écran et les dangers bien réels qui peuvent s'y cacher. Honorer la mémoire de Léa, pour eux, c'est s'assurer que sa lumière, même éteinte trop tôt, puisse encore guider les autres dans l'obscurité du monde numérique. Julien, quant à lui, a appris à vivre avec les fantômes du passé. Il n'est jamais retourné à Belle-Rivière, mais il a trouvé une forme de paix. La culpabilité qui le rongeait depuis 20 ans s'est lentement dissipée, remplacée par la certitude d'avoir tenu une promesse silencieuse faite à son ami d'enfance. Il n'a pas cherché la gloire ni la reconnaissance. Son action était un acte intime, une dette personnelle qu'il devait solder. Il continue son travail dans la cybersécurité, mais avec une conscience nouvelle, considérant chaque ligne de code, chaque faille de sécurité, non plus comme un défi technique, mais comme une porte potentielle que des prédateurs comme Alain Bernard pourraient exploiter. Il est devenu un gardien silencieux, un homme qui a vu le pire, et qui a choisi de consacrer sa vie à construire des murs pour protéger les autres. L'affaire Léa Dubois a laissé une empreinte indélébile, bien au-delà des frontières de Belle-Rivière. Elle est devenue un cas d'école dans les académies de police, un exemple tragique des débuts de la criminalité numérique. Elle a forcé les législateurs à repenser la conservation des données et la coopération internationale en matière de cyberenquête. La communauté, elle a perdu son innocence pour de bon. Le nom d'Alain Bernard est devenu synonyme de trahison, le rappel constant que le mal peut porter le masque le plus ordinaire, celui du voisin affable, du professeur respecté. Chaque fois qu'un parent met en garde son enfant sur les dangers d'Internet, c'est un peu de l'histoire de Léa qui est transmise, une leçon douloureuse apprise au prix d'une vie. Le mystère